si on met les enfants et les adultes à égalité, si on considère qu'on peut traiter les enfants de la même manière que les adultes, et inversement d'ailleurs, alors on s'autorise à faire aux enfants ce qu'on fait aux adultes, c'est-à-dire ce que les adultes se font entre eux, notamment sur la question de la sexualité. Donc effectivement, le développement, je dirais, très très inquiétant et profondément organisé pour le coup, le développement de l'éducation à la sexualité dans les écoles publiques évidemment, est très inquiétant à ce niveau-là parce que on voit tout de suite les dérives que ça implique. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Boussion. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, vous avez été rédacteur du site d'information d'égalité et réconciliation pendant 6 ans. Vous avez également fait partie de l'équipe éditoriale de Contre-Culture. Et on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre livre « L'immaturité permanente, combattre l'infantilisation des esprits » aux éditions Contre-Culture, sorti déjà au mois de février de cette année. Merci d'être avec nous, Thomas Boussion. Merci à vous. Alors ce livre, c'est à la fois une analyse sociologique de l'état mental de la société française, mais c'est aussi une vive critique de ce qu'elle est devenue. Le titre est pour le moins évocateur. Alors pourquoi avoir choisi cet axe d'écriture avec pour thématique l'infantilisation, véritable fil d'Arial de votre livre? Alors, j'ai choisi cet axe parce qu'il me semblait qu'il reflétait, je dirais, le cœur de ce que je pouvais observer dans l'évolution de la révolution récente de la société française, notamment, mais plus largement occidentale. Et c'est un livre que je n'avais pas l'intention d'écrire au début, mais qui est devenu un petit peu nécessaire, notamment durant la période du Covid, où je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. J'ai réussi à mettre des mots sur ce que je sentais depuis un certain temps, et ce que beaucoup de gens sentent depuis un certain temps, qui est effectivement l'infantilisation de la population. Et j'ai essayé dans ce livre de travailler sur l'aspect psychologique de la chose, essayer déjà de décrire le phénomène, parce que si je veux rappeler très rapidement la structure du livre, dans une première partie, je me contente de décrire le phénomène, c'est-à-dire que je dis ce que je vois, j'essaie de mettre des mots sur ce que beaucoup de personnes peuvent observer, et ce qui est très agaçant aujourd'hui, dans des comportements vraiment infantiles. Et dans ces comportements, j'essaie de trouver une sorte de point commun, une sorte de moteur qui expliquerait tout un tas de comportements différents, et notamment un moteur psychologique que j'essaie d'identifier donc dans cette première partie, et qui est tout simplement la lutte contre toutes les contraintes qui caractérisent l'enfance. Et j'essaie de repérer ce moteur psychologique dans les comportements adultes aujourd'hui, dans les comportements des adultes qui se comportent comme des enfants justement. Et ensuite, j'essaye de réfléchir plus dans une seconde partie sur l'aspect intellectuel, ou plutôt les conséquences intellectuelles de cette attitude, de ce rapport au monde. Et j'essaye d'identifier ce qui, notamment, chez beaucoup d'adultes aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont censées être des adultes, caractérisent un rapport intellectuel au monde infantile. Et notamment dans le refus de tout ce qui est la contradiction et tout le débat intellectuel. Et puis ensuite, dans une troisième partie, j'essaie d'en tirer quelques conséquences politiques. Voilà, donc tout ça est le résultat d'une réflexion qui est apparue effectivement plutôt dans la période du Covid, où j'ai pu observer que, notamment dans le rapport des Français et des Occidentaux en général à la connaissance, à la science, et à ce qui était présenté comme de la science à la télévision, dans les journaux, dans tous les médias, j'ai noté un certain nombre de défaillances intellectuelles. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment essayer de structurer un livre sur la question, pour essayer déjà d'expliquer ce que j'avais vu, et aussi d'essayer évidemment de trouver ce qui, dans notre manière de réfléchir, peut nous amener à sortir de cette attitude infantile. Alors là, vous nous avez décrit un peu la structure de votre livre. On va essayer d'aller dans les détails. Qu'est-ce qui caractérise un être immature, Thomas Boussion? Alors, ce que j'appelle un être immature, ce que j'appelle d'ailleurs dans le livre l'enfance, c'est une catégorie. Il faut bien avoir ça en tête, c'est que j'essaye dans ce livre d'avoir toujours en tête deux catégories, l'enfance et le monde adulte, de les confronter, d'étudier plutôt leur rapport de force et d'observer ce qui, chez les différents individus qu'on peut croiser dans notre vie, qu'on peut observer, etc., ce qui rappelle plutôt l'une des catégories ou l'autre. Donc, ce qui caractérise pour moi l'enfance, c'est tout un tas de choses qu'on peut observer d'habitude chez les individus les plus jeunes, les vrais enfants, ceux qui sont physiquement des enfants, c'est-à-dire l'impatience, l'irresponsabilité, parfois la violence,
je dirais l'incontinence émotionnelle, tout un tas de choses qui caractérisent vraiment classiquement les enfants. Alors les enfants sont bien plus que ça, évidemment, mais ce sont des petites attitudes, un rapport au monde en gestation qui se caractérise souvent chez les enfants de cette manière-là. Et mon objectif n'est pas évidemment d'étudier les enfants, mais plutôt les adultes qui se comportent comme des enfants. Et donc, quand je caractérise quand je qualifie un adulte d'enfant ou que je dis que son rapport au monde rappelle celui de l'enfance, je ne suis pas en train de dire que c'est un enfant. Je dis simplement que dans le rapport entre la catégorie de l'enfance et la catégorie du monde adulte, cet individu, de temps en temps, dans certains aspects de sa vie, va plus vers l'enfance, ou en tout cas n'arrive pas à aller vers le pôle adulte par rapport notamment à d'autres qui s'en sortent un peu mieux dans les mêmes domaines de la vie. Donc c'est important, je veux bien établir cette distinction. Je ne suis pas en train de dire que certains adultes sont des enfants, bien sûr que non, puisque j'essaye justement d'éviter ce genre de raisonnement très essentialiste qui verrait une essence de l'enfance quelque part et une essence du monde adulte de l'autre et qui essaierait de classer les individus dans un camp ou dans l'autre d'une certaine manière. J'essaye de décrire, de repérer les caractéristiques que j'ai énoncées tout à l'heure chez les adultes et de me demander pourquoi ces caractéristiques sont présentes et à quoi elles servent et quelle est leur fonction. Alors, comment se traduit justement cette infantilisation chez l'adulte ? Alors, chez l'adulte, la catégorie de l'enfance se manifeste par tout un tas de refus du monde adulte, surtout. C'est-à-dire que les adultes, je dirais physiques, ceux qui sont physiquement des adultes et qui sont censés voir le monde comme des adultes, certains d'entre eux refusent certaines des catégories de ce monde adulte. Et c'est ça qui caractérise chez eux un rapport infantile au monde. Donc j'ai donné une petite liste de catégories, de caractéristiques de l'enfance. Je peux un peu faire la même chose du côté adulte, c'est-à-dire que dans l'archétype de l'adulte, et j'insiste encore une fois, c'est un archétype, c'est-à-dire que c'est un ensemble de catégories qu'on ne retrouve jamais parfaitement et totalement chez qui que ce soit. On va avoir des comportements qui vont être de la prise de responsabilité, qui vont plus être, qui vont avoir un rapport au monde beaucoup plus nuancé, capable notamment de gérer des aspects un peu contradictoires du monde, de passer d'un registre à l'autre pour essayer de gérer des difficultés vraiment très pragmatiques et quotidiennes qui vont faire que l'adulte va être capable de prendre en charge, c'est ça que j'appelle la responsabilisation, notamment, je dirais, la production du monde, c'est-à-dire qui passe souvent par le travail, mais pas que. La personne qui s'inspire de cet archétype adulte va essayer de s'insérer dans une communauté, c'est-à-dire qu'il ne va pas, contrairement à l'enfant, il va essayer d'être moins égoïste, il va essayer d'être un peu plus intégré, c'est-à-dire d'essayer de travailler d'une manière qui serve à la fois lui-même, sa famille et les autres, la communauté élargie, je dirais. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont des adultes physiquement et qui refusent de s'inspirer de cet archétype de l'adulte. Voilà. Et donc, on observe par exemple vraiment dans le monde occidental, c'est très présent en ce moment. On a tout un mouvement qui va contre le travail d'une certaine manière, c'est-à-dire contre l'effort qui est associé au travail. La production du monde, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quelle manière on le voit, est toujours associée à de l'effort, donc à de la peine ou à de la souffrance même. Et il y a tout un tas de personnes adultes aujourd'hui qui refusent ce monde-là, toujours sous prétexte de lutter contre la souffrance, ce qui de toute façon parle à tout le monde. Personne n'a envie de souffrir. On a tous beaucoup de compassion pour ce genre de choses, mais on observe quand même un certain discours, même une idéologie, on pourrait dire, qui fait la promotion d'un monde sans effort, d'un monde sans travail, d'un monde où on obtient beaucoup de choses sans en payer le prix d'une certaine manière. Voilà, donc dans le livre, j'essaie d'identifier comme ça des aspects, notamment liés à la question du travail et de la production, qui peuvent rappeler dans les comportements de certains adultes des catégories qui sont plus proches de celles de l'enfance. Alors cet être immature, cet adulte immature, en tout cas, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un être isolé, c'est qu'il aime en fait être en société, être au contact de ceux qui lui ressemblent apparemment, puisque c'est une idéologie. Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez lui ou ça provient d'une promotion d'un certain groupe, de la société peut-être, parce que vous parlez dans votre livre vous donnez 3 exemples de cette immaturité. Vous donnez l'exemple du vote, d'Hollywood et du LGBTisme. Oui, il y a effectivement, en ce moment, je dirais en Occident, une véritable idéologie qui pousse les adultes à rester des enfants. Je ne sais pas de quelle manière elle est organisée, il faut toujours se méfier de ça, ou je dirais dans quelle mesure elle fait partie d'un système qui s'impose à nous, mais en tout cas, de fait,
on observe qu'une idéologie se met en branle et essaye de peser, de faire du lobbying sur notre société pour nous faire, je dirais, coincer au moment de passer à l'âge adulte. Et on le voit effectivement dans le livre, je prends quelques exemples, on le voit notamment dans les productions hollywoodiennes. Depuis quelques années, on observe tout un tas de films et de séries qui mettent en avant des personnages qui sont des enfants ou des adolescents, donc très jeunes, et qui pour autant sont capables de faire les mêmes choses, voire mieux que les adultes. On a tout un discours qui consiste presque à inverser le rapport classique entre les adultes et les enfants, le rapport classique qui veut que ceux qui ont vécu plus longtemps savent plus de choses que ceux qui ont vécu moins longtemps, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de capacités même, avec donc des enfants qui sont des super-héros, des choses comme ça. Et d'une manière plus générale, on a tout un discours qui tend à mettre à égalité les enfants et les adultes, c'est-à-dire à prêter aux enfants les mêmes capacités que les adultes, et donc à en déduire un monde où on peut traiter les enfants comme des adultes. Parce que c'est ça que ça veut dire, au final. Ce qui est évidemment extrêmement dangereux pour les enfants. Et à contrario, on avait, je dirais auparavant, je vais même pas mettre une date parce que ce serait difficile, mais bien en arrière, bien dans notre passé, on avait un discours beaucoup plus traditionnel qui consistait à dire que non, les adultes et les enfants ne sont pas dans le même registre, ils ne sont pas capables des mêmes choses, et on avait toute une culture qui entraînait ça, tout un tas de traditions qui maintenaient cette hiérarchie, puisqu'il faut appeler ça comme ça, c'est une hiérarchie, entre les adultes et les enfants, et qui permettait aux enfants de comprendre, notamment, que leur objectif dans la vie, c'était de devenir adulte, non pas de rester des enfants toute leur vie. Donc c'est vrai dans Hollywood, c'est vrai aussi dans tout un tas d'autres aspects de la société, et on a par exemple, oui, effectivement, je crois que le premier exemple que je prends dans le bouquin, c'est l'exemple du vote. Oui. L'idée dans ce qu'on appelle les démocraties, c'est de faire voter des gamins de 18 ans, j'ai envie de dire. Où vraiment, on donne. Alors déjà, on part du postulat que le vote a une importance, ça serait discutable, mais c'est pas vraiment le sujet. Si le postulat c'est ça, on donne la possibilité, la capacité d'avoir une influence sur le destin politique du pays à des gens qui n'ont, par exemple, jamais travaillé, puisque à 18 ans, il y a quelques personnes qui ont déjà vraiment travaillé, mais c'est plutôt rare. Et on a donc une mise à plat, une absence de hiérarchie entre ceux qui ont vécu et qui donc savent, je dirais, le prix des choses et qui donc peuvent prendre des décisions politiques plus ou moins informées, d'un côté, donc les adultes, et puis les enfants. Vraiment, jusqu'à 18 ans, on est encore en enfant, aujourd'hui en Occident. Et donc on les met à égalité, on donne les mêmes capacités politiques aux uns et aux autres. Voilà, c'est l'un des exemples nombreux qu'on pourrait prendre pour illustrer l'encouragement, la mise en avant de l'enfance comme catégorie de même valeur que le monde adulte dans nos sociétés. Alors, cet encouragement, visiblement est assez contradictoire parce qu'on est dans un schéma un peu inversé. Vous dites que l'adulte devient, enfant, enfin il est immature et puis en même temps d'un autre côté, parallèlement, on veut que les enfants, en fait, grandissent plus vite. Donc, ça en ferait des adultes, de quel ordre, de quel type? Et là, peut-être que je vais déborder un peu, par exemple, sur le sujet, de l'éducation sexuelle, à l'école, Mmh. heu voilà. Oui, Ça en oui. ferait des adultes de quel ordre? Mais le risque, c'est exactement celui que vous venez de pointer. C'est ça. Si on met les enfants et les adultes à égalité, si on considère qu'on peut traiter les enfants de la même manière que les adultes, et inversement d'ailleurs, alors on s'autorise à faire aux enfants ce qu'on fait aux adultes, c'est-à-dire ce que les adultes se font entre eux, notamment sur la question de la sexualité. Donc effectivement, le développement, je dirais, très très inquiétant et profondément organisé pour le coup, le développement de l'éducation à la sexualité dans les écoles publiques évidemment, est très inquiétant à ce niveau-là parce que on voit tout de suite les dérives que ça implique. C'est-à-dire que on voit et on observe déjà dans les faits, dans les statistiques, dans tout, dans les témoignages même aujourd'hui en Occident. Alors c'est vraiment le cas aux États-Unis, ça commence déjà à l'être en France et en Europe. On voit des parents qui encouragent leur enfant à 10 ans à changer de sexe, par exemple. L'enfant exprime des incertitudes à ce niveau-là et ceux qui ont des enfants le savent, ça arrive souvent. C'est-à-dire que voilà, les enfants sont un peu perdus évidemment par rapport à la sexualité et c'est normal, c'est pas du tout un problème. Mais on a des parents désormais et tout un appareil étatique désormais et même médiatique et politique et qui encourage, je dirais, le traitement adulte de cette question. C'est-à-dire que on a effectivement des adultes qui changent de sexe, bon, soit quelque part ça les regarde, mais aujourd'hui on transfère cette possibilité aux enfants et les adultes qui les encadrent, parce qu'un enfant est toujours encadré par des adultes, les adultes qui les encadrent poussent dans un sens ou dans l'autre, et évidemment toujours dans le sens du changement de sexe,
en tout cas ce sont les cas les plus dramatiques, et donc qui commettent quasiment un crime contre les enfants, puisque dans une société classique et traditionnelle, ces gens-là seraient inculpés directement pour maltraitance ou abus de faiblesse. Donc on est vraiment dans quelque chose de complètement sordide, et ça c'est la conséquence directe effectivement de la mise en avant de l'enfance et de sa mise à égalité par rapport au monde adulte. C'est le cas donc, dans le domaine de la sexualité, ça peut avoir aussi d'autres conséquences très fâcheuses également. Et c'est pour ça que je trouve que votre livre est très actuel, finalement, même si vous dites que vous avez commencé à y songer pendant la période Covid, mais je trouve qu'il est d'autant plus actuel avec tout ce qu'on vit en ce moment. Et c'est vrai qu'on remarque que les adultes sont de plus en plus immatures. Alors on le vit au quotidien aussi, on a parlé du travail, on le voit à la télé. Vous parlez aussi, vous évoquez beaucoup le gauchisme. Alors là, on est vraiment dans la pure actualité avec les élections qui viennent de se dérouler, j'ai envie de dire. Et vous dites que le gauchisme est en partie responsable de cette immaturité chez l'adulte. Par quel biais se traduit cette responsabilité? Alors, ce que j'appelle le gauchisme dans le livre, c'est une définition qui est un peu contestable, évidemment. C'est un terme un peu fourre-tout. On peut y mettre un peu ce qu'on veut. Réducteur, oui. La définition, voilà, que moi je donne dans le livre, elle est très très simple. Hein. J'appelle gauchiste les gens qui veulent absolument être de gauche. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie d'être de gauche? C'est que ces gens-là considèrent que la gauche c'est le progrès et que le progrès c'est le bien. Derrière, il y a toujours un progressisme. C'est toujours cette idée qu'on va transformer la société, puisqu'on identifie dans cette société des imperfections morales, des choses qui étaient admises auparavant, mais qui ne doivent plus l'être aujourd'hui, et qui doivent donc être transformées. Et le gauchisme, c'est une idéologie déjà beaucoup plus répandue qu'on l'imagine au premier abord. On a l'impression que ça concerne que les gens qui ont des cheveux verts ou des cheveux bleus, mais c'est pas tout à fait le cas. Hein. On peut tout à fait trouver des personnes de 70 ans qui sont des gauchistes, et on en voit beaucoup d'ailleurs dans les médias, ou même tout autour de nous. Et l'impact de cette idéologie, c'est que son leitmotiv, c'est la destruction de tout ce qui est traditionnel, d'une certaine manière, puisque tout ce qui est traditionnel exerce une sorte de contrainte sur nous, puisque la tradition nous transmet quelque chose du passé et nous oblige d'une certaine manière, elle nous oblige avec des guillemets, hein, elle nous incite, elle nous invite à nous comporter comme nos ancêtres, ou à avoir le même système de valeurs que nos ancêtres. Et donc, elle pèse sur la société, ces traditions, en obligeant les individus, en invitant les individus à se comporter d'une certaine manière et pas d'une autre, et à respecter des codes que la civilisation en question dans laquelle on se trouve a considérés comme allant de soi et comme devant être observés. Le gauchisme lutte contre toutes les traditions, et ce qu'on voit, c'est qu'il a atteint aujourd'hui une masse critique, il a dépassé largement cette masse critique d'ailleurs, et qui commence à avoir un effet direct sur les traditions. Et quand je dis aujourd'hui, je pense qu'on peut parler des dernières décennies, puisque dans sa version, je dirais, spectaculaire, le gauchisme est apparu en France notamment en 68, et il n'a pas cessé ensuite de dérouler son programme, d'une certaine manière. Et on pourrait même remonter, si on voulait, à bien avant 68, mais c'est un autre sujet. En tout cas, son effet est palpable. Toutes les traditions, les unes après les autres, tombent, et l'effet de la chute des traditions, de l'effondrement du lien que nous entretenons avec notre passé, et donc ce lien qui nous obligeait à nous comporter d'une certaine manière, à ne pas dépasser un certain cadre, les conséquences de cet effondrement, c'est qu'aujourd'hui, l'individu, je dirais, occidental, est coupé de ses racines, bon, ça on le sait, coupé de tout ce qui le rattache donc à la terre, au ciel, à son passé, et donc à la communauté élargie à laquelle il appartient. Et l'individu est replié sur lui-même. On dit souvent, les gauchistes qualifient souvent l'extrême droite, ou ceux qu'ils identifient comme étant d'extrême droite, comme étant repliés sur eux-mêmes. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ceux qu'ils qualifient d'extrême droite, généralement, s'intègrent dans un certain ordre traditionnel, et donc ils sont reliés à tout un tas de gens, à tous ceux qui ont les mêmes traditions qu'eux au même moment, mais aussi à tous leurs ancêtres. Il y a un respect de ça. Et le gauchiste, lui, et même, je dirais, aujourd'hui, l'individu occidental, d'une certaine manière, puisque le gauchisme a produit ses effets, est atomisé. Il est réduit à une entité individuelle ou, à minima, communautaire restreinte, sur des critères complètement superficiels, comme la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou des choses comme ça. On se regroupe dans des mini-communautés qui sont, de toute façon, destinées à être elles-mêmes morcelées, puisque si on parle de l'orientation sexuelle, par exemple, on voit bien qu'au début, il y avait effectivement un regroupement
chez certains militants homosexuels un regroupement entre eux, et puis ensuite il y a eu l'apparition de la transsexualité, et ensuite il y a eu le gender fluid et toutes ces choses-là, et on voit qu'aujourd'hui toutes ces communautés sont segmentées de plus en plus, et on se retrouve effectivement à la fin tout seul, évidemment tout seul, avec son nombril quelque part, à se regarder, à jouer les victimes. Et effectivement, c'est l'un des ressorts de tout ça. Et l'effet de tout ça, ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, c'est que nous sommes dans un système qui profite de tout ça. Et ce système, c'est notre réalité, je dirais, matérielle et la réalité productive du monde. C'est que nous sommes dans un système de production capitaliste qui, lui, se nourrit de ça. Puisqu'il n'y a rien de plus facilement échangeable et marchandable qu'un individu atomisé. Quelqu'un qui est déraciné, quelqu'un qui est coupé de toutes les traditions, qui n'a plus aucune identité d'une certaine manière, va très naturellement se jeter sur la consommation. C'est-à-dire qu'il va adopter tous les produits et les services que le marché lui offre, puisqu'il n'y reste plus que ça, en réalité. Donc on est dans une situation où oui, le gauchisme a produit des effets dévastateurs, pas que le gauchisme, mais d'une certaine manière la volonté de détruire les traditions. On pourrait élargir un peu le spectre, c'est pas que du gauchisme, c'est bien plus que ça, c'est le progressisme d'une manière générale, et le progressisme mal compris en plus. Et donc oui, il y a des effets, ils sont destructeurs, et à la fin, si je veux résumer en une phrase, à la fin, c'est le marché qui gagne. Alors effectivement, moi je voudrais quand même souligner, sur les dérives, sexuelles parce qu'en ce moment, je suis très surprise en plus qu'on fasse la promotion par exemple de je sais pas si vous connaissez la dendrophilie? Pas du Alors tout. c'est le fait d'être attiré sexuellement par les arbres. Et non, non, mais c'est vraiment pas une blague, hein, je vous assure que c'est pas une Mmh. blague. Donc je me dis que là, on va très loin. Il y a aussi la riviérophilie et je me dis que là, il faudrait tolérer en fait, ce genre de comportement, ce genre de dérive sexuelle. Donc j'ai l'impression que là, on est complètement aussi dans votre thème, hein, d'immaturité et donc on parlait en fait de toutes les traditions, qu'on veut carrément, éliminer, faire disparaître de toutes nos valeurs aussi parce que là, c'est pas que les traditions, là, on parle de nos valeurs et je me dis en fait, quel monde nous attend demain si, alors en plus d'encourager, le changement de sexe chez les enfants, en plus de tolérer les gens qui auraient des attirances donc sexuelles vis-à-vis des arbres, où va-t-on, quoi? Ah, ce qui est intéressant je ne connaissais pas le mot ni même la pratique, mais ce qui est intéressant et très révélateur, c'est que toute cette transformation du monde à laquelle on assiste aujourd'hui aboutit à quelque chose de très radical à la fin. C'est-à-dire que je parlais de la privation d'identité progressive à force de détruire toutes les attaches, toutes les traditions, tous les liens que nous entretenons entre nous et avec nos ancêtres et avec, je dirais, un ordre classique, quelque chose qui se répète dans la durée. Si on détruit tout ça, la possibilité et même, je dirais, la destination assez logique, c'est que toutes les dimensions de l'identité humaine vont être contestées. Pas seulement l'appartenance communautaire ou des choses comme ça, mais aussi, ou même la nation, des grands ensembles comme ça, mais aussi, il faut bien comprendre qu'à la fin, et c'est déjà le cas, et vous venez de le décrire, à la fin, on finit par contester même son appartenance au genre humain. Ou alors à contester même que le genre humain doit s'accoupler uniquement avec le genre humain. Il y a quelque chose de très logique là-dedans. Si on se met dans la tête d'un jeune adulte complètement perdu et qui veut absolument se détacher, s'abstraire s'extraire de toutes les traditions, de toutes les contraintes qui pèsent sur lui, il va finir par contester même la contrainte, je dirais, humaine. C'est-à-dire qu'il va finir par considérer les animaux comme, ou les plantes comme l'égal de l'humanité. Je crois que ça a un nom, je crois que c'est l'antispécisme, ou le spécisme d'ailleurs, je me suis pas penché sur la question, mais je crois que ça commence par là. C'est-à-dire qu'on considère que les animaux et les êtres humains sont du même registre, c'est-à-dire que en termes de civilisation, ils valent la même chose. C'est-à-dire que voilà, on peut pratiquer la sexualité avec un arbre aujourd'hui, puisque quelque part, qu'est-ce qui nous oblige à ne pas le faire? Donc voilà, donc la contestation de toutes les traditions aboutit effectivement à la contestation même de l'humanité, finalement. Et vous ajoutez même dans votre livre que cette immaturité, en fait, cette infantilisation plus particulièrement, en fait, ça encourage à briser la virilité, briser la féminité, briser aussi la maternité par le Mmh. biais de mener une offensive contre, je vous cite, «la possibilité pour une femme de devenir mère».
Oui, ça c'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose de très observable quand on fréquente un peu les milieux que j'appelle gauchistes. C'est la contestation des catégories du masculin et du féminin. C'est ce qu'on appelle l'idéologie non binaire notamment. Mmh. C'est très répandu aujourd'hui, beaucoup plus qu'on l'imagine parfois quand on se tient à distance de ces milieux. C'est très très répandu. Je dirais même que c'est une épidémie ou une vraie pandémie cette fois-ci. Et, euh, la contestation de ces catégories est quelque chose de très important pour ces gens-là, la contestation des catégories du masculin et du féminin, puisque c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Ce sont deux catégories qui définissent, enfin, si on devait en retenir que deux, ce serait celles-là qui définissent le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est l'acceptation de ces catégories du masculin et du féminin. Quand on est un enfant, qu'on soit un garçon ou une fille, on a en germe, c'est-à-dire en nous, physiquement parlant, la possibilité, ou plutôt même le destin de devenir un homme ou une femme, physiquement parlant. Mais donc, si notre corps se transforme de manière automatique par l'adolescence, par la puberté, notre esprit, lui, doit, d'une certaine manière, accomplir ce passage aussi au même moment, et c'est un passage beaucoup moins automatique, beaucoup moins facile, notamment aujourd'hui, où la société ne nous fournit plus les structures pour que ce passage se fasse de manière automatique, justement. Donc dans la tête d'un jeune garçon, par exemple, ce qui va se passer à l'adolescence, c'est qu'il va avoir son corps changé. La jeune fille, c'est exactement le même principe. Hein. Son corps change, et c'est ce qui l'invite à devenir un homme. C'est pas un passage automatique, encore une fois, dans l'esprit du garçon, mais c'est ce qui l'invite à le devenir. Et le garçon sait très bien que le monde adulte, ce sont des hommes et des femmes. Ce ne sont pas des individus en puissance, ce sont des individus qui ont réalisé, ou qui sont censés l'avoir réalisé en tout cas, le devenir homme ou le devenir femme. L'un des moyens pour l'adolescent gauchiste, justement, l'un des moyens de contester les structures classiques du monde adulte, du monde qu'il identifie comme une contrainte et même une forme de fascisme, hein, selon les mots utilisés. L'un des moyens de contester ce monde, c'est de contester la racine même de ce monde adulte, qui sont les catégories du masculin et du féminin. Et l'exemple de la maternité pour les filles et pour les femmes est important, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une véritable offensive contre la maternité. On explique aux femmes qu'il est important de privilégier leur carrière quelque part, jusqu'à ce qu'il soit vraiment le temps in extremis, c'est-à-dire après 30 ans, pour avoir des enfants, et que avoir des enfants avant, c'est une mauvaise idée, puisqu'on ne construit pas sa vie comme femme indépendante, etc. On a aussi tout un discours, et le résultat, pardon, de ça, c'est déjà que des femmes se retrouvent à 35 ans, quelque part à choisir par défaut des hommes avec qui avoir des enfants le plus vite possible, parce qu'elles savent que biologiquement, ça va commencer à poser un problème. Et il y a évidemment une réduction des naissances dans tout le monde occidental, en tout cas chez les populations de souche européennes notamment. L'autre aspect de ça qu'on observe de manière un peu plus marginale, mais de plus en plus présente aujourd'hui, c'est l'amplification du bruit et de la propagande autour de la transsexualité, et notamment le fait que désormais, des hommes pourraient avoir des enfants. Alors effectivement, quand on entend ça dans les médias ou dans la bouche des militants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils décrivent comme phénomène? Ils décrivent le phénomène de femmes, d'individus qui ont des organes génitaux féminins, qui veulent devenir des hommes, qui prétendent devenir des hommes à force de chirurgie, évidemment d'habillement et d'hormones, etc. Et qui, évidemment, peuvent avoir un enfant puisqu'elles ont un utérus fonctionnel, mais qui se prétendent hommes, et on nous présente ça comme les hommes, désormais, comme l'accouchement des hommes. C'est-à-dire que les hommes peuvent avoir un enfant. C'est une inversion totale de la réalité, et évidemment, aucune femme ne peut devenir un homme et aucun homme ne peut devenir une femme, même avec la chirurgie la plus poussée du monde, puisque être un homme ou être une femme, c'est autre chose. C'est bien plus qu'un corps, c'est le corps, et c'est le rapport au corps, entre le corps et l'esprit. Donc vous pouvez pas retrancher la construction mentale d'une personne à coup de bistouri, ça se fait pas comme ça. Voilà, donc ces femmes ne deviennent jamais des hommes, pour autant on présente, disons, l'enfantement comme désormais quelque chose qui peut être à la fois partagé par les femmes et les hommes. Et donc, ce faisant, on casse la sacralité du féminin, et on empêche, je dirais, on détruit la catégorie, comment dire, tout le sacré qui entourait la catégorie féminine jusqu'à aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà.
Alors vous abordez également le mécanisme de dérision qui est certainement, en lien avec, cette cassure de la sacralité parce que le mécanisme de dérision, vous en dites que c'est un mécanisme qui devient d'autodéfense. Comment il se traduit chez cet être, immature, ce mécanisme de dérision? Alors la dérision, ça peut avoir plusieurs sens. La dérision, telle que je l'entends, c'est le réflexe qui consiste à, je dirais, à éviter à tout prix de passer dans le sérieux du monde adulte. C'est-à-dire c'est ce réflexe qu'ont beaucoup d'adultes qui veulent rester des enfants, justement, de tourner en dérision tout un tas de choses très importantes sur lesquelles les civilisations sont construites. Par exemple, je parlais tout à l'heure du travail productif. Et la dérision, c'est l'un des moyens, je dirais, de mettre à distance le monde adulte. Alors, il s'agit pas de dire qu'il faut jamais avoir d'humour et qu'il faut jamais tourner les choses en dérision, bien sûr que non. On peut faire beaucoup d'ironie, on peut avoir un humour que je pourrais qualifier d'adulte, c'est-à-dire un humour qui révèle certaines choses du monde réel. Pas de problème là-dessus, évidemment. Mais tourner en dérision, c'est-à-dire se moquer principalement du monde classique, adulte et traditionnel, c'est une manière de le mettre à distance pour essayer justement de réduire l'emprise ou l'influence que ce monde pourrait avoir sur soi-même. Donc par exemple, on pourrait identifier dans cette catégorie de la dérision un peu infantile tout ce qui consiste chez les jeunes, on le voit bien, ça se fait beaucoup, tout ce qui consiste à se moquer d'une jeune fille justement, par exemple, pour reprendre l'exemple de catégorie masculin-féminin, une jeune fille qui s'habillerait en robe longue, je ne sais pas, qui aurait par exemple un pendentif, une croix en pendentif, des choses comme ça, qui rappellent le monde traditionnel. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui identifient ça comme une menace contre leur enfance, puisqu'elles identifient à raison que ces choses-là, même si c'est pas la robe longue ou le crucifix qui va faire de vous un adulte, évidemment pas, mais ce sont des apparences qui rappellent un monde traditionnel et qui invitent les jeunes filles à se considérer comme un petit peu sacrées justement et qui menacent toute cette jeunesse, comment dire, à qui on a donné quelque part toutes les possibilités du monde. C'est-à-dire qu'on a enseigné aux jeunes filles aujourd'hui, et aussi aux jeunes garçons d'ailleurs, que la sexualité, par exemple, c'est quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose de pas très important. La preuve, on peut même en éliminer les conséquences avec l'avortement, la contraception, etc. Donc tout ça est rentré dans les mœurs, et je pense qu'il n'est pas rare dans la rue, dans les cours de lycée, etc., de voir des jeunes filles, notamment, parce que les filles sont très cruelles entre elles, des jeunes filles se moquer de celles qui ont une apparence un peu trop traditionnelle, parce qu'elles sont mises quelque part devant la possibilité de devenir adulte à ce moment-là, c'est-à-dire de maîtriser son corps, de maîtriser ses pulsions également, de maîtriser tout un tas de choses, ce qui veut pas dire que l'adulte obligatoirement se range dans une tradition d'interdiction de la sexualité avant le mariage ou des choses comme ça, pas nécessairement, mais simplement il y a comme ça toute une nouvelle culture qui s'est instaurée, qui consiste à tourner en dérision absolument tout ce qui est traditionnel. Ce n'est pas une culture qui a un objectif politique. C'est simplement que ces jeunes gens, et ça continue malheureusement chez des gens bien plus âgés, ces gens-là essayent de mettre à distance tout ce qui peut les inciter à sortir de l'enfance et à passer à l'âge adulte, justement. Alors vous abordez également, la communication, non violente, alors qui s'applique à la fois aux enfants et aux adultes. Alors vous êtes très critique, vis-à-vis de cette communication, de cette CNV qui pourtant a pignon sur rue, on va dire. Pour quelle raison? Pour quelle raison, selon vous, en tout cas, contribue-t-elle à cette infantilisation? Alors, pour rappeler ce que c'est rapidement la communication non violente, c'est je crois que c'est parti des États-Unis, je ne sais même plus comment s'appelle celui qui a inventé le concept, mais c'est parti des C'est universités Carl américaines. Rogers. Voilà. Rogers. C'est parti des universités américaines et l'idée c'était d'étudier les relations, notamment, je crois, en entreprise. C'est presque une vision managériale. Et dans cette théorie, l'idée, c'est que les objectifs que les êtres humains se donnent quand ils font des activités de groupe, par exemple la production, quand on est dans une entreprise, ces objectifs sont plus facilement atteints quand on utilise une communication non violente que quand on utilise une communication plus traditionnelle, c'est-à-dire basée sur un émetteur qui émet des informations et le récepteur qui est chargé de les recevoir. Point. La communication non violente essaye de modifier tout ça, et elle essaye notamment de prendre en compte le paramètre émotionnel.
en intégrant dans cette relation entre l'émetteur et le récepteur une prise en compte, une sorte d'empathie, une sorte de compassion même pour les émotions de l'interlocuteur. Donc, ça veut dire concrètement que dans la communication non violente, quand on veut faire passer un message à quelqu'un, quand on veut par exemple lui adresser une critique, on va lui dire ce que tu fais est vraiment super. En revanche, sur ce point-là, je suis pas tout à fait d'accord, ce qui n'invalide en rien par ailleurs tout ce que tu fais de bien. Donc là, ce que je viens de faire, c'est une sorte de... J'ai émis une critique, mais je l'ai prise en sandwich entre deux choses positives, si vous voulez. Et le but de tout ça, ce serait d'améliorer évidemment le ressenti au travail et par ricochet, j'ai envie de dire par effet de bord, essayer de faire en sorte que les objectifs de cette unité de production soient atteints plus facilement. Donc c'est une idéologie, une façon de voir les relations humaines dans le travail, et pas que d'ailleurs, qui se développe énormément et qui se diffuse beaucoup. On le voit il suffit de travailler en entreprise pour le voir en réalité. C'est dans tous les secteurs. Au début, c'était plus ou moins réservé à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. En tout cas, en France, on peut penser que ça l'est. L'économie sociale et solidaire, donc ce sont les associations, les fondations, les coopératives et tout ça. Toutes ces structures-là. Et on va en parler, Thomas Boussion. Mais j'aimerais revenir sur l'exemple que vous avez donné. En quoi ça pose problème d'émettre ce genre de remarques? Parce que finalement, quand vous l'avez prononcé, je me suis dit oui, bon, ça peut être une alternative de dire les choses en fait finalement. En quoi ça pose problème? C'est effectivement le cas. C'est toujours plus agréable la manière dont je l'ai présenté là, que de l'entendre de la part de votre chef qui vous dit t'as fait de la merde sur ce point-là, corrige ton erreur. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable. Mais la communication non violente, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement une relation interpersonnelle comme ça, c'est aussi il faut penser aux conséquences et je dirais il faut penser surtout à ce que ça traduit d'un état d'esprit. C'est pas la communication non violente qui entraîne l'infantilisation, c'est plutôt l'infantilisation qui entraîne la communication non violente à mon avis. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le réfléchir la chose. Dans cette relation dite non violente, ce qui se passe, c'est qu'on fait intervenir, comme je le disais, des paramètres personnels, des paramètres, je dirais, non professionnels, l'émotion par exemple, ou en tout cas des paramètres qui ne sont pas directement reliés à la tâche qu'on s'est donnée. Et ce faisant, on empêche tous les interlocuteurs de la discussion de se concentrer sur le projet de production et on confond tous les domaines. C'est-à-dire que on va prendre des pincettes avec des individus pour qu'ils ne prennent pas les choses trop à cœur, c'est-à-dire pour qu'ils ne le prennent pas comme une attaque personnelle en réalité. Puisque c'est malheureusement ce qu'on peut observer. Si vous êtes un peu trop autoritaire dans un environnement professionnel ou autre d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui vont se braquer tout simplement parce qu'ils le prennent ils prennent vos critiques pour des attaques personnelles, alors que vous êtes dans un rapport de hiérarchie qui est censé être acquis quelque part. Et que vous faites simplement passer une information de la manière la plus rapide et la plus brutale qui soit pour éviter toute perte de temps et tout affaiblissement du message. Et dans la communication non violente, d'une certaine manière, on prend les gens pour des enfants, puisqu'on considère qu'ils sont pas capables de faire la distinction entre tout ce qui est de l'ordre personnel, donc tout ce que j'ai dit, tout l'état émotionnel, et les attaques personnelles notamment. Ils sont pas capables de faire la distinction entre ça et la critique professionnelle. Donc, pour le dire autrement, on considère dans la communication non violente que si je dis tu as tort sur ce point, la personne peut entendre tu es une merde, d'une certaine manière. Tu n'es pas quelqu'un qui a de la valeur. Et les deux sont naturellement dans un système classique où la hiérarchie et l'autorité est classiquement admise, où tout le monde est un peu d'accord là-dessus, la confusion ne se fait pas, puisqu'on sait que l'objectif prime d'une certaine manière et que la hiérarchie est là pour ça justement, elle est là pour organiser les choses. Dans un contexte de communication non violente, on a une confusion sur tout ça et la conséquence ou la cause d'ailleurs, c'est que les gens qui travaillent, les individus ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est de leur vie personnelle et ce qui est de leur vie professionnelle. Et je dirais, c'est la traduction. Je ne pense pas que ce soit la cause, mais c'est plutôt la traduction justement du maintien dans l'enfance. L'enfance, c'est quand même le lieu de la confusion et l'âge adulte consiste justement à essayer de séparer comme ça, d'identifier des distinctions qu'on peut faire entre un objectif, les moyens qu'on réunit pour accomplir cet objectif. Et par exemple, l'âge adulte consiste à comprendre la fonction de la hiérarchie ou la fonction de l'autorité, la fonction même de la discrimination, c'est un autre exemple que je prends dans le livre, la fonction de toutes ces choses-là qui sont des choses verticales, qui rappellent la verticalité, c'est-à-dire il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, il y a des personnes compétentes, d'autres qui ne le sont pas. Et ceux qui sont compétents disent à ceux qui le sont moins comment ils doivent se comporter. Et tout ça, normalement, dans un monde, je dirais, classique, est accepté, est compris, etc. Dans le monde adulte, c'est le cas. En tout cas, selon l'archétype, l'idéal adulte que je décrivais tout à l'heure. Et dans l'enfance, c'est pas le cas.
Dans un enfant, si vous vous adressez à lui de manière un peu brutale, il va se mettre à pleurer, ou en tout cas, il va être dans la confusion la plus totale sur ce que vous êtes en train de lui faire. Il va prendre pour une attaque personnelle, pour une critique fondamentale, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la remontrance par rapport à quelque chose qu'il aurait mal fait. Vous ne pensez qu'à ce qu'il a mal fait, lui, il pense à toute son existence, d'une certaine manière. Voilà, donc la communication non violente, pour moi, c'est vraiment le symptôme, c'est vraiment la manifestation de l'infantilisation des adultes aujourd'hui, notamment dans le monde du travail. Donc la communication non violente, en fait, c'est la remise en question de l'autorité, parce que être autoritaire, ce n'est pas forcément être violent, c'est ça? Absolument, absolument. L'autorité, c'est la reconnaissance d'une compétence ou d'une qualité, en tout cas supérieure, de la part des gens qui sont sur l'échelle de l'autorité, des gens qui sont en bas. C'est la reconnaissance que la personne qui fait autorité a une qualité qu'ils n'ont pas. Et ça, je dirais, c'est comme j'essaie de l'expliquer, c'est vraiment l'une des bases de l'organisation du monde adulte. C'est la reconnaissance, je dirais la discrimination même, puisque c'est le mot juste, je pense, la discrimination entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, notamment. Et l'autorité vient souvent de là. Quand elle est naturelle, qu'elle n'est pas imposée de manière arbitraire, l'autorité vient de la reconnaissance d'une organisation optimale. Celui qui fait autorité, c'est celui qui est le plus capable, dans n'importe quel projet, c'est vrai, il y a toujours un chef de projet, parce que c'est celui qui est le plus capable d'avoir une vision globale, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a des capacités particulières, des capacités d'organisation, des capacités de management ou des choses comme ça. En tout cas, on lui reconnaît une compétence que les autres n'ont pas, ou la capacité en tout cas d'organiser le travail que les autres vont accomplir, voilà, dans l'ordre de la production directe pour le coup. Donc l'autorité, c'est surtout ça, en réalité. Dans un monde classique, dans un monde traditionnel, cette autorité, elle est, je dirais, la reconnaissance aussi de la valeur de la durée, c'est-à-dire de l'expérience. Ceux qui durent, notamment les êtres humains qui durent, acquièrent de l'expérience. Et ce faisant, ils acquièrent une compétence, ou un ensemble de compétences que les autres n'ont pas, et qui leur confèrent donc une autorité assez naturelle sur ceux qui ne l'ont pas. C'est la distinction qu'on peut faire entre les anciens et les plus jeunes dans un monde traditionnel. C'est par définition, l'ancien a vécu, et donc il a plus d'autorité naturelle que ceux qui ont moins vécu. C'est aussi le cas du père dans une famille. C'est classiquement, entre le père et la mère, c'est classiquement au père qu'on confie la gestion, justement, plutôt l'exercice de l'autorité, puisque c'est lui qui va, parce qu'il est un homme déjà, et donc il a je dirais, des capacités de violence potentielle que la femme n'a pas, potentielle, hein, bien sûr. D'autorité, on peut parler d'autorité. Oui, peut-être, non? On peut parler d'autorité, mais de violence. Non, justement, je fais la distinction. Son autorité vient du fait que, potentiellement, il peut sanctionner. C'est aussi ça qui fait l'autorité. C'est-à-dire que dans une famille, le rôle du père, de la figure paternelle, c'est de poser un cadre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je pense que classiquement, on peut le dire comme ça. Le rôle du père est surtout celui de poser un cadre, de dire, dans ce cadre, mon fils ou ma fille, tu peux te comporter, tu peux faire à peu près ce que tu veux d'ailleurs, c'est pas vraiment mon problème. Par contre, si tu sors du cadre, un cadre moral donc, ce que tu fais est mauvais, et je vais t'expliquer pourquoi. Et si tu dépasses de ce cadre trop souvent, malgré les explications que je te donne, etc., il y a un moment où je vais te faire revenir dans le cadre de force. Donc, j'aurais pas dû utiliser le mot violence, j'aurais dû utiliser le mot force, d'ailleurs. Le père peut utiliser la force, et on le sait quand on est un enfant. Il le peut. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, parce que parfois, il n'y a pas besoin de le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est... Et les mères aussi peuvent jouer ce rôle, hein, Thomas Boussure, je vous l'assure. Hein. Bien sûr, et d'ailleurs, merci de le dire, parce que ça va me donner l'occasion de rappeler la méthodologie que j'utilise, c'est-à-dire que je ne parle que d'archétypes. Quand je dis le père, c'est bien sûr la figure paternelle archétypale. C'est dans laquelle on peut mettre tout un tas de choses. Mais aucun père ne se comporte jamais parfaitement selon la figure archétypale, et aucune mère non plus ne se comporte selon la figure maternelle classique et archétypale. Et tout le monde est entre les deux. Donc une mère peut faire preuve d'autorité, bien sûr. Elle peut parfois même recourir à la force s'il le faut, hein, prendre son enfant par le bras pour le sortir d'une situation dangereuse, évidemment qu'il faut le faire. Y a tout un tas de choses qui sont possibles, ou même hausser la voix, parfois ça suffit. Et le père peut lui aussi faire preuve d'amour, etc. Il peut emprunter un certain nombre de choses qui sont plus classiquement reconnues comme étant les attributs de la mère. Mais voilà, bonne remarque. L'autorité, c'est quelque chose qui peut être partagé à la fois par le père et par la mère, et qui, dans tous les cas, parce que c'est ça que je voulais dire,
est une forme d'organisation de la famille et une forme de transmission du savoir, quelque chose de très vertical, qu'on retrouve à peu près dans toutes les communautés humaines, en réalité. Ça part de la famille, bien sûr, et c'est d'ailleurs là qu'on en fait l'apprentissage en premier lieu, quand on est un enfant, mais ensuite ça se transpose à l'école, je dirais même dans toute la scolarité, plus ensuite dans le monde du travail, et dans toutes les communautés, j'ai envie de dire, qui veulent accomplir quelque chose. Voilà, donc l'autorité, c'est vraiment le principe d'organisation. C'est celui qui définit la hiérarchie, c'est celui qui s'appuie sur la discrimination pour distinguer ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, etc. Et effectivement, c'est le principe de base qui est contesté par le gauchisme, mais plus largement l'infantilisation de notre société. Merci Thomas Boussion. Alors vous avez commencé à nous parler tout à l'heure de la présence de la communication non violente au sein de l'économie sociale et solidaire, et puis je vous ai coupé. Alors vous en consacrez toute une partie justement de l'ESS dont on fait la promotion il y a, on va dire, ça fait quoi? Ça fait 7 ans à peu près qu'on entend beaucoup parler de cette économie sociale et solidaire. En quoi participe-t-elle à l'infantilisation de la société? Alors oui, l'ESS, je pense que ça fait plus longtemps que ça. Qu'elle existe, c'est certain, puisque je crois que ça a commencé dans les années 70 à peu près, qu'on a commencé à parler de ce genre de choses, notamment des coopératives, ce qu'on appelle aujourd'hui des SCOP, par exemple, dans les années 70. Je crois que ça a commencé, mais vous avez raison, depuis quelques années, il y a vraiment une intensification de la communication à ce sujet. Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que pour y avoir moi-même un peu travaillé, j'ai pu constater sur le terrain que, alors déjà en termes je dirais de population, l'ESS c'est un domaine où 95% des personnes qui y travaillent se revendiquent d'extrême gauche. Catégorie qu'on pourrait contester bien sûr, mais en tout cas c'est la revendication très très majoritaire de ces personnes-là. Et ce que j'ai observé, c'est que il y a une sorte de... C'est la partie que je consacre à l'ESS, notamment dans le livre, c'est pour expliquer l'une des manières de fuir la politique. Moi, c'est ce qui m'a un peu frappé, c'est que ce sont des gens qui parlent beaucoup de politique, en réalité, ou plutôt qui glissent très souvent des réflexions politiques dans leur travail, dans leur vie quotidienne, etc. Et qui en parlent beaucoup entre eux. Et qui se pensent donc, comme je le disais, à l'extrême gauche, c'est-à-dire ils se pensent anticapitalistes, ils se pensent aussi progressistes. Ce sont toutes ces catégories dont on a parlé tout à l'heure, donc toutes ces comment dire, ces idéologies qu'on a évoquées, donc la non-binarité par exemple, ou on pourrait même parler de l'antiracisme ou des choses comme ça. Tout ça est évidemment adopté et promu dans ces milieux-là, et la communication non violente aussi. Et moi, c'est là que je l'ai découvert. Et ce que j'ai observé, c'est que cette économie sociale et solidaire sert d'une certaine manière de refuge pour des personnes qui ont envie de faire de la politique, mais qui n'ont quelque part absolument pas envie ni de passer à l'âge adulte, ni de passer au sérieux de la politique. C'est-à-dire que j'ai observé énormément de comportements très infantiles dans ce milieu-là. Et si je veux en rester justement à l'aspect politique, je me souviens d'avoir plusieurs fois constaté, j'évoque cet exemple dans le livre parce qu'il m'a vraiment frappé, plusieurs fois constaté dans certaines discussions qui portaient sur, je dirais, le monde social. Donc dans ce milieu-là, comme je disais, on se revendique de l'anticapitalisme. Donc j'ai souvent entendu et observé des conversations où quelqu'un rappelait que l'objectif déclaré de l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre à bas, de vaincre le capitalisme. Et d'ailleurs, je le dis en souriant, parce que je me souviens que dans ces conversations, systématiquement, quand cette phrase était prononcée, quand il s'agissait de désigner l'ennemi et de dire que notre objectif, de rappeler que l'objectif de cette économie sociale et solidaire était censé être la défaite de cet ennemi, donc nous sommes censés lutter contre le capitalisme et le vaincre. Chaque fois que cette phrase était prononcée, les gens riaient. Ça m'a vraiment frappé parce que moi, je prends les choses beaucoup plus au sérieux que ça, et je considère effectivement que qu'on peut faire une analyse du monde social selon la grille marxiste, et qu'on peut identifier le capital, c'est-à-dire à la fois le système de production et toutes ses productions, l'accumulation de capital et aussi le système qui organise cette accumulation de capital. On peut considérer tout cet ensemble comme un ennemi du genre humain à certains égards, et je serais d'ailleurs prêt à le décrire, et je le décris un peu dans le livre. Donc moi je prends ça très au sérieux, et quand j'ai débarqué dans ce milieu, j'ai observé que tout le monde prenait ça à la rigolade, et j'ai assez vite compris qu'en réalité
Il s'agissait simplement de balancer ce genre de choses pour se donner évidemment une apparence de lutte. Mmh. Et derrière, il n'y a pas grand-chose, parce que l'économie sociale et solidaire, évidemment, ne lutte absolument pas contre le capitalisme, elle en fait même intégralement partie. Elle est une manière de rendre productifs des gens qui ne veulent pas l'être aussi, et qui veulent échapper au travail. Et c'est une manière pour eux aussi de se réfugier, de se donner une apparence de lutte politique, et tout en la tournant en dérision pour pas trop en être quelque part, et pour pas en payer le prix, parce que le prix de l'anticapitalisme, le vrai, il est assez élevé, hein, en réalité. On peut, si on lutte vraiment contre le capital, on finit par identifier les gens qui font partie de ce système et qui l'organisent et qui le maintiennent et qui écrasent les peuples, et on en revient vite à identifier des personnes très réelles qui sont effectivement au pouvoir, et à lutter contre elles directement et à les désigner, et à ce moment-là on commence à en payer le prix. Mais ces gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire en sont évidemment très loin, et le but pour eux c'est de rester entre eux justement, d'avoir une sorte de milieu chimiquement pur, donc politiquement pur, dans lequel ils sont entre eux et personne ne vient leur adresser une contradiction, évidemment, ou c'est rarissime. Et tout ça maintient un état dans lequel ils se sentent tout à fait, ils sont dans le confort politique le plus total, où ils peuvent prétendre lutter contre le capitalisme ou lutter contre un ennemi, en tout cas un ennemi politique, tout en ne le faisant pas, ou en tout cas tout en se prémunissant de tout ce qui viendrait leur dire vous êtes quand même dans des entreprises, donc vous êtes de toute façon partie prenante de ce système de production. Donc, est-ce que vous avez poussé la critique suffisamment loin pour comprendre le rôle justement de la production, qui n'est pas blanc ou noir, hein, je ne dis justement, ce qui serait intéressant, c'est de discuter avec eux de l'importance de la production, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le schéma traditionnel classique de reproduction de la civilisation et même de son élargissement, de son épanouissement. Mais dès que vous prononcez le mot de tradition ou le mot je dirais, de hiérarchie, comme je disais tout à l'heure, tout ça est complètement diabolisé dans ce milieu-là, et les réflexions ne sont jamais poussées suffisamment loin pour comprendre ce que c'est vraiment que le capital, et évidemment, par conséquent, l'anticapitalisme. Et donc, c'est un milieu qui sert de refuge pour des gens qui veulent faire de la politique, puisqu'ils ont l'intuition que quelque chose ne va pas, nous sommes dans un système qui écrase beaucoup les gens, et ils le sentent évidemment, on en a tous l'intuition, mais tout est fait pour qu'ils ne sortent jamais de cette bulle, qui en est une, ou en tout cas que pendant toute une période, ces gens-là ne sortent pas de la bulle. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'ils rencontrent quelqu'un de l'extérieur, je dirais de l'extérieur idéologique, et là, il y a toute une réflexion qui se met en place, et au bout d'un moment, on est peut-être un peu fatigué aussi de ce milieu-là, et on se rend compte que ça tourne en rond, et on peut en sortir, mais bon, tout le monde ne le fait pas, malheureusement. En tout cas, c'est un milieu qui stérilise la pensée politique, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple dans le bouquin, c'est que l'enfance, je dirais quand on s'inspire de l'archétype de l'enfance, de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, on essaye absolument d'éviter la politique, puisque la politique, c'est justement quelque chose de très sérieux, où on doit faire beaucoup de sacrifices, en tout cas quand on veut en faire sérieusement, et on a un prix à payer. C'est-à-dire que quand on lutte réellement contre un pouvoir en place, puisque c'est quand même ça ce qui définit la politique, où on est au pouvoir et on essaie de le maintenir, ou on n'est pas au pouvoir et on essaie de le prendre. Donc on lutte contre le pouvoir en place. Y a un prix qui est évident, et je pense que c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Vous êtes dans un milieu qui savait ça. Donc En tout cas, en ce qui concerne l'ESS, moi j'appuie vos propos parce que c'est un secteur que j'ai un peu côtoyé. Donc je confirme, si je puis dire, votre réflexion. Et moi j'inviterai en fait les spectateurs à aller s'informer, ne serait-ce que sur les grandes structures qui concernent l'ESS, et regarder qui détient en fait ces grandes structures, et vous retrouverez effectivement des noms de gauchistes. Après, bien sûr, il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des plus petites structures et des gens qui font ça vraiment de manière authentique, si je puis dire. tout à fait. Et qui croient en ces valeurs, parce que avant tout l'ESS ça prône des valeurs. C'est une économie engagée avec tout un paradigme de valeurs qu'on est censé véhiculer à travers cette structure. Et sur le capitalisme, alors c'est à la fois, enfin c'est très controversé, hein, c'est à la fois vaincre le capitalisme et en même temps faire de l'argent. Voilà. Ça, et ils bénéficient aussi de beaucoup d'avantages fiscaux. Ça, il faut le rappeler.
Parce que quand vous créez une telle structure, vous avez des avantages. Voilà, le gouvernement vous aide, vous avez toutes sortes d'avantages. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur l'ESS pour vous rejoindre. Je me permets une petite digression pour rebondir sur Oui. ce que vous venez de dire, sur le fait de ce paradoxe apparent entre le fait de faire de l'argent et le fait de prétendre lutter contre le capital. C'est effectivement un paradoxe en apparence, et il faut justement s'y intéresser et il faut réfléchir à ça, puisque, à mon avis, c'est l'une des pistes les plus importantes pour comprendre ce que c'est que le monde adulte. Le monde adulte, c'est aussi faire beaucoup de compromis avec des idéologies qui peuvent paraître parfois pures et un petit peu, je dirais, idéalistes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le livre, et notamment dans la dernière partie, j'essaye d'identifier le rapport de force central qui structure le monde politique, et je l'identifie comme étant l'affrontement entre la tradition, dans l'archétype de la tradition, et le capital, le système capitaliste. Ce qui ne veut pas dire que l'un et l'autre sont hermétiques l'un à l'autre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la construction de tradition, que moi j'identifie comme permettant réellement de lutter contre le capital, il faut bien comprendre qu'elle ne peut se faire qu'à la condition de l'accumulation du capital également. C'est-à-dire qu'il y a un système quelque part d'engendrement réciproque, puisqu'on ne construit pas, par exemple, l'Église catholique sans accumulation de capital. Je pense que c'est assez facile à comprendre, il suffit d'observer une cathédrale pour comprendre immédiatement, intuitivement, toute l'accumulation de capital qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire l'accumulation d'argent forcément, hein, c'est l'accumulation de compétences, l'accumulation d'expérience, l'accumulation de tout un tas d'activités humaines qui ont été cristallisées dans un monument qui sert une fonction d'ailleurs, de perpétuation de la tradition, mais on voit bien que dans la réalité humaine, le capital est inévitable d'une certaine manière. Et c'est ce que j'essaie de dire rapidement dans le bouquin, c'est que et c'est pour ça que l'ESS me paraît quelque chose de très embryonnaire. C'est que la réflexion n'a pas été poussée jusque-là, justement, chez ces gens-là, chez les gens que j'ai croisés moi en tout cas. Pour eux, le capital, c'est mauvais. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas une question de bien ou de mal. Le capital est un système automoteur qui s'impose à nous parce qu'il est, en tout cas tel que moi je le définis, il est, je dirais, notre rapport même au monde matériel, ou en tout cas notre rapport social au monde matériel, c'est-à-dire la manière dont on organise notre production matérielle. Il faut bien distinguer d'ailleurs le capital du capitalisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, ce serait un peu trop long, mais il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas faire l'économie, sans mauvais jeu de mots, nous ne pouvons pas nous passer de notre rapport au monde matériel, évidemment, et que pour produire notre civilisation, ce qu'on peut appeler la civilisation, donc ça demanderait tout un tas de discussions pour la définir, mais je pense qu'intuitivement, on voit à peu près de quoi je parle. Pour produire une civilisation, on est obligé d'accumuler du capital. C'est l'un des paradoxes, c'est que une fois qu'on a commencé à accumuler du capital, je dirais le système de la logique marchande se met en place et tend à détruire toutes les traditions qu'on a construites avec cette civilisation. Donc c'est une lutte permanente, un rapport de force entre d'un côté le capital et de l'autre la tradition, et c'est ça que j'invite toutes ces personnes de l'économie sociale et solidaire à envisager. C'est que je pense que l'une des clés du passage à l'âge adulte, c'est le passage de l'essentialisme à la dialectique, et c'est-à-dire essayer d'éviter, ou plutôt c'est bien d'essayer d'identifier des essences dans le monde. Il y a un moment où il faut essayer de les mettre en rapport, et notamment en rapport de force, et identifier quelque chose comme le capital ou le capitalisme, c'est bien, mais il faut comprendre à quoi il s'oppose. Il faut comprendre ce qu'il détruit, et il faut comprendre aussi ce qui lutte contre lui. Et la mise en rapport, par exemple, comme j'essaie de le faire, de la tradition et du capital, permet de comprendre comment, je dirais, pour produire le monde, on est obligé de se servir de notre rapport au monde matériel, et donc on est obligé d'entrer en contact avec le capital, de l'utiliser d'une certaine manière, un petit peu pour construire des pôles, des bulles, qui permettent d'y résister. C'est comme ça que je vois la tradition. Et ça, j'aimerais bien que j'allais dire les gauchistes, en tout cas plus largement, toute une population qui garde des réflexes infantiles, essentialistes, comprennent. C'est que le passage à l'âge adulte, le passage à l'âge adulte intellectuel notamment, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la deuxième partie du livre, se fait justement dans le passage de l'essentialisme, de la recherche des essences un peu partout dans le monde, du passage de l'essentialisme donc à la dialectique, c'est-à-dire à la mise en rapport de ce qu'on avait identifié jusque-là comme des essences. Et donc comprendre que toute la réalité humaine est entre les deux et est le produit de ces rapports de force. Voilà, je ferme la digression. Écoutez, justement, moi j'avais envie de terminer sur la dialectique, mais je crois que vous avez tout dit en fait.
Bah, tant mieux. C'est effectivement la clé, en tout cas, que vous donnez pour sortir de l'immaturité permanente. Merci beaucoup, Thomas Boussion. Merci à vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Il m'a été conseillé par un invité il y a quelques mois qui m'a Mmh. dit, je suis certain que vous allez aimer ce livre. Et effectivement, c'est un de mes coups de cœur de cette année, hein, vraiment. Parce qu'il est très simple à lire, il est voilà, et puis il est très riche surtout. Donc j'encourage nos auditeurs à se le procurer, l'immaturité permanente, combattre l'infantilisation des esprits, aux éditions Contre-Culture. Et là, c'est vraiment, on se connaît pas, hein, Thomas Boussion. Voilà, je tiens à le préciser, on ne se connaît pas. Donc c'est vraiment pas une promotion calculée pour le coup, vraiment pas. Bah, Mais merci quand même voilà, pour mais cette que ce mise en avant soit du livre. Mmh. autant la couverture qui est très jolie et qui attire, hein, vraiment qui attire, Oui. et autant le contenu, voilà. Là, j'encourage tout le monde à se le procurer. Merci Ça beaucoup peut Kate faire une lecture d'été, par exemple, absolument. une lecture instructive. Merci beaucoup Merci. pour cette émission, pour cette invitation. Merci et bravo pour le travail que vous faites par ailleurs, parce que vous faites un excellent travail et merci d'avoir donné à ce livre une visibilité supplémentaire. Merci beaucoup, Kate. Merci à vous, Thomas Boussion. À très bientôt. À bientôt.